pour vraiment le bagou politique qu'il a et le fait qu'à son âge, quand même, qu'il puisse tenir. Hier, on l'a vu quand même physiquement tenir. C'est un président quand même qui, à son âge, a toujours de la lucidité, avec un discours bien structuré. Un discours bien structuré ne veut pas dire forcément que tout ce qu'il a dit étaient des propos à tenir au cours de ce meeting, mais il avait des objectifs de communication très clairs, il s'y est tenu, et vraiment c'est lui qui mobilise, c'est lui qui fédère, c'est lui qui porte le parti, et c'est lui qui entretient la flamme du PDS. C'est à la fois rassurant dans le présent, mais dans un futur proche, ça peut être quand même un motif d'inquiétude pour les libéraux. Voilà, venons-en maintenant aux déclarations. Barka, hier, certainement la déclaration qui a retenu beaucoup plus l'attention des Sénégalais, c'est quand Maître Wade veut une élection en décembre 2015, il a dit. Il a même choisi des dates. Alors, qu'est-ce que cela vous fait? Je suis partagé sur les déclarations de Wade, qui sont à double tranchant. Quand Wade dit qu'il souhaite une élection anticipée, moi, je pense qu'il est dans ce que les anglo-saxons appellent le wishful thinking, c'est-à-dire la prophétie autoréalisatrice, prendre ses désirs pour des réalités. Macky Sall a été élu pour un mandat bien déterminé. Il ne suffit pas que Wade décrète du haut d'une tribune qu'il va anticiper des élections et qu'il donne même un délai à Macky Sall pour que cela se fasse. Les Sénégalais ont une tradition de légitimation de leurs dirigeants par les urnes et non par la rue. La meilleure preuve en a été administrée le 23 juin. La rue était en insurrection, on était à deux doigts de l'irréparable, mais dès que Wade a retiré son projet de loi très controversé, les gens sont rentrés tranquillement chez eux, alors qu'ils auraient pu aller au palais et essayer de la déloger. Mais ça n'a traversé l'idée d'aucun dirigeant sérieux, parce que on sait que notre démocratie, avec ses hauts et ses bas, fonctionne régulièrement. Pendant les périodes d'élection, c'est la seule période que les électeurs sénégalais considèrent comme légitime pour chasser quelqu'un par les urnes. Donc cette déclaration, à mon avis, est à mettre sur le compte du wadisme pur et dur. Il a tout le temps habitué les gens à ça. Même du temps de Diouf, on se rappelle de sa fameuse proposition d'aller vers un gouvernement de transition. Et à l'époque, Diouf lui avait répondu vertement en lui disant un fameux transition vers quoi, qu'il avait un peu mouché, on se souvient, et c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd et ça avait fait beaucoup de bruit. Wade est un habitué des embardées verbales, des déclarations fracassantes. Cela fait partie du personnage. Donc il ne faut pas prendre ça pour de l'argent comptant. C'est à mettre dans le registre de la provocation politique, dans le registre du populisme même peut-être électoral. Mais cela peut être dangereux quand même quelquefois pour un pays comme le Sénégal, qui a connu deux alternances saluées à travers le monde entier. On ne doit pas jouer à nous faire peur pour ce qui concerne la transmission du pouvoir et pour des choses aussi sérieuses que... Quand Wade dit, par exemple, qu'il aurait pu faire un coup d'État, qu'il aurait pu... Et puis, c'est pas la première fois qu'il fait allusion à ça. Cette obsession... Ça revient dans ses discours. Cette obsession et cette récurrence à parler de coup d'État, à parler de possibilité de marcher sur le palais, cela n'honore pas de la trempe de Wade, qui a connu un cheminement démocratique très très profond dans ce pays, qui peut être une icône de la lutte démocratique en Afrique, de parler ou même d'imaginer des possibilités de prendre le pouvoir par des voies autres que démocratiques. Ce sont des propos, à mon avis, qu'il faut recadrer et qui n'honorent pas la démocratie sénégalaise, parce qu'on ne doit pas jouer à se faire peur. On est dans un environnement géopolitique assez instable. Le fait de dire qu'on va chasser, qu'on a une possibilité de marcher sur un palais ou de jeter des jeunes dans la rue pour prendre de force le pouvoir, cette récurrence à parler de coup d'État, c'est une notion qui doit être bannie de notre vocabulaire. La seule légitimité, c'est les Sénégalais qui la donnent. Et c'est par les urnes et c'est par des élections régulières. On ne doit pas jouer avec des mots
et franchir l'extrême légalité de ce qu'on peut permettre comme provocation ou même comme outrance dans une démocratie. Ok, merci. Oui, sur cette question-là, quand même, il faudrait reconnaître que c'est pas... Est-ce que vous rangez ces déclarations sur le compte du populisme, comme le dit Barka, mais qu'il faut quand même prendre très au sérieux? Oui, du populisme, mais quand même, il faudrait quand même reconnaître que ce n'est pas le propre de Wade. C'est la classe politique sénégalaise qui a la propension de faire monter les enchères. Et dans le cas d'espèce, Wade n'a fait que retourner aux dirigeants actuels qui sont au pouvoir un geste qu'il avait eu à son encontre quand il était élu au pouvoir. Souvenez-vous, l'initiative pour le départ de Wade en 2005-2006. La fameuse IDEWA. La fameuse IDEWA, lancée par Talla Sylla, dans un contexte où Abdourahim Agne venait de faire l'objet d'une arrestation pour avoir demandé une révolution orange au Sénégal. Souvenez-vous également que 3 ans après qu'on eut fini de réélire Wade en 2007, en 2008, il y avait cette fameuse grande offensive pour le départ de Wade en référence à la Guana qu'il venait de lancer à l'époque. J'ai même souvenance d'un meeting qui avait été organisé à Thiès et où j'ai entendu des leaders politiques connus pour leur sens de la tenue et de la retenue dire que Wade n'a qu'à se soumettre ou se démettre. Donc ce n'est vraiment pas le problème de Wade. Et plus récemment encore, on a vu en 2012, Macky Sall venait de faire 9 mois après sa réaction au pouvoir qu'il y a eu une initiative pour le départ de Macky. IMAC, je crois, avec un coordonnateur, un certain Djibril Sène. Et même plus proche, il y a Talla Sylla avec Aroua Sénégal qui a lancé également idem. Le même Talla Sylla qu'il avait lancé IDEWA. Pour le départ de Macky. Initiative pour le départ de Macky. Et Talla, connu pour sa finesse d'esprit, ce n'est pas pour rien qu'il a dit idem. C'est parce qu'il a considéré que les mêmes conditions qu'il avait poussées à l'époque à demander le départ de Wade étaient encore réunies sous Macky Sall au point qu'il veuille demander à Macky Sall de partir. Le problème, je crois que c'est notre classe politique. C'est notre classe politique dans son ensemble qui doit avoir un discours plus responsable, un discours plus respectueux des institutions. Et la première de ces institutions, c'est le président de la République. Un discours qui soit basé sur des principes, de sorte que ça ne change pas, on ne change pas de position au gré de la place qu'on occupe sur l'échiquier, soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition. Récemment, j'ai entendu un leader politique, pour lequel j'ai beaucoup de respect, justifier la non-autorisation du meeting du Front pour la défense de la République, sur la simple base que pour lui, l'État avait un devoir de fermeté. Or, ce même personnage politique, il y a quelques années, est de ces gorges chaudes qui criaient pour qu'il y ait un respect strict des libertés publiques. Donc le problème, c'est la classe politique qui a tendance plutôt à faire monter les enchères. Il faudrait qu'on les appelle quand même à avoir un discours plus responsable, plus respectueux des institutions. C'est valable pour Wade, comme c'est valable pour ceux qui étaient là avant Wade et qui ont usé des mêmes stratagèmes et du même type de discours. Il faudrait quand même que les gens soient un peu plus responsables. Oui, Barka, dans les déclarations de l'ancien président, hier, il a parlé encore de son fils, notamment quand il évoque ses émissaires qui sont venus chez lui, notamment Mahmoud Saleh et Moustapha Diakhaté, qui, selon lui, étaient venus pour négocier avec lui comment sortir Karim de prison. Est-ce que cette déclaration n'est pas en train de fragiliser un peu cette procédure-là de Karim Wade? Avant de répondre à cette question, Georges, tu me permettras juste de préciser une chose. C'est-à-dire, moi, à la limite, que quelqu'un fasse une initiative pour le départ de Wade ou pour le départ de Macky, c'est pas encore très très grave. On peut mettre ça dans l'ordre de l'outrance, de la provocation verbale. Mais là où Wade se différencie de tous les autres, c'est sa propension à parler d'une institution comme l'armée, à parler de coup d'État. Wade est allé même jusqu'à dire que Macky Sall ne contrôle pas l'armée, qu'il ne contrôle pas la gendarmerie. Il a eu à le dire dans des propos qui ont été rapportés par l'hebdomadaire Jeune Afrique. Là, je pense qu'il y a un cran supérieur.
appeler à la démission de Macky Sall, etc. C'est pas grave. C'est ce que Ansoumana Dione, le président de l'association des malades mentaux, fait tous les jours en envoyant des textos pour dire qu'il va marcher sur le palais. Enfin, pas marcher sur le palais, mais qu'il va demander le départ de Macky, etc. Que des opposants appellent même le président à démissionner en disant qu'il le trouve nul, etc. C'est à saluer pour moi dans un modèle démocratique. Ouais. Mais le fait de parler de choses beaucoup plus précises et dangereuses, comme dire qu'on peut faire marcher des gens sur le palais, ça, on est à l'extrême limite de ce qui est permis. Il dit même que s'il voulait, il allait passer la nuit au palais. Que s'il voulait, il allait... Là, on est encore beaucoup plus précis dans les menaces. Et ça, ce n'est plus simplement de l'agitation politicienne, ça devient dangereux pour l'équilibre des institutions, pour la stabilité du pays et surtout venant de quelqu'un qui a eu à occuper les fonctions de chef de l'État. C'est là où Wade se distingue des autres. Tant que c'est de petits politiciens, tant que c'est des rêveurs qui en parlent, c'est pas encore très grave parce que personne ne prendrait pas ça au sérieux. Surtout venant d'un ancien chef d'État qui dit attention, un ancien chef d'État qui dit je peux faire un coup d'État. Dans le cas quand même de la grande initiative pour le départ de Wade, c'était pas des petits politiciens. C'est l'opposition la plus représentative à l'époque, réunie autour de Benno Siggil Sénégal. Mais on n'avait pas parlé d'armée. Oui, on n'avait pas parlé d'armée. Je vous le concède, Barka. Wade, on n'avait pas parlé de coup d'État. Avec Wade, c'est excessif. C'est là où il se démarque des autres. Avec Wade, c'est excessif. Là où il y a une ligne rouge, je crois que c'est ce qu'il faut. C'est toute la classe politique qui doit être interpellée par ce type de discours. Wade compris. Wade compris, c'est eux tous. Parce que j'ai comme l'impression que le discours change au gré des positions dans lesquelles on se trouve. Quand on est dans l'opposition, tout doit être permis, etc. On crie sous tous les toits à la défense et au respect des libertés publiques. Et une fois qu'on vient au pouvoir, mais on est un peu moins prompte à parler de ce sujet-là. Je crois que c'est toute la classe politique qui doit être interpellée. Tu as raison, Barka. Avec Wade, c'est excessif, mais c'est toute la classe politique qui doit être amenée à avoir un discours plus responsable, un discours plus respectueux surtout des institutions. Ça, c'est fondamental. Maintenant, pour répondre... Avant d'en arriver d'ailleurs à son fils, là, la question de son fils, j'aimerais vous demander que cherche Wade véritablement à travers ces déclarations-là. Mais Wade n'a jamais varié dans sa ligne de conduite. Wade cherche à mettre une pression maximale sur le régime pour obtenir et la libération de son fils et peut-être la libération aussi de ses autres camarades du PDS qui sont emprisonnés. Wade a toujours eu comme attitude confrontation avec le pouvoir, que ce soit sous Senghor, que ce soit sous Abdou Diouf, ce qu'on a appelé la stratégie du bord du gouffre. C'est-à-dire essayer de pousser l'adversaire vers le bord du précipice. Et mettre une pression maximale et mettre peut-être même son adversaire devant le fait accompli ou dos au mur. Donc Wade est habitué à jouer sur une corde raide, à jouer à quitte ou double et à jouer même à marcher sur une pente raide. Ça peut être une bonne stratégie dans un rapport de force purement politique, mais ça peut être aussi dangereux. Et on l'a vu que sous Abdou Diouf, chaque fois qu'il avait franchi une ligne rouge, ou que quand Diouf avait considéré qu'il avait franchi une ligne rouge, c'était de l'emprisonnement, c'était des procès, etc. Et ça mettait le pays dans un état d'ébullition permanente. Alors Wade ne se refait pas, il ne peut pas se refaire à 90 ans. Revenu dans l'opposition, il reprend les mêmes recettes, les mêmes tactiques. Mettre la pression sur Macky, essayer de mettre même le doute dans son esprit. Parce que aussi, oui, parce que quand il dit, connaît très bien... dans ses déclarations, quand il dit qu'il a reçu des émissaires qui sont venus lui dire que oui, nous sommes venus négocier la libération de Karim, il est en train de semer le doute. Il sème le doute. Et c'est une stratégie, c'est une très bonne stratégie. Si on reste dans la confrontation purement politique, il essaie d'affaiblir Macky Sall par tous les moyens qui sont à sa disposition. Il veut sortir son fils de la mélasse dans laquelle il aura puissamment contribué à le mettre en lui donnant des fonctions qui lui valent aujourd'hui peut-être les déboires qu'il endure à Rebeuss. Et donc Wade usera de tous les moyens à sa disposition, d'armes conventionnelles comme d'armes non conventionnelles, pour obtenir la libération de son fils. Et moi, cela ne me pose aucun problème sur le plan purement politique, pourvu simplement
qu'on reste dans le cadre du jeu républicain, dans le cadre du fonctionnement normal des institutions et d'une opposition. Un père a le droit d'essayer de tirer son fils des griffes de la justice. Parce qu'il s'est conditionné à un mais en restant dans le jeu républicain, en employant des armes conventionnelles. Des armes légales. Ouais, des armes légales. Maintenant, le conventionnelles. bluff en disant que oui, on m'a envoyé des émissaires, etc., c'est de bonne guerre. Parce que dans cette histoire-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Wade connaît très bien Macky Sall. C'est son élève, il l'a couvé, hein, il a participé à sa promotion politique. Il connaît les réflexes de Macky. Il sait avec quel type d'adversaire il compose et qu'il essaie de jouer psychologiquement sur de Macky en le poussant à bout, en le provoquant. Il cherche simplement à lui mettre la pression. Et pour moi, c'est tout à fait normal. À Macky d'essayer de décrypter ça et de trouver la bonne riposte. Voilà, Momar, quand le président dit que l'ancien président dit avoir reçu des émissaires qui étaient venus négocier avec lui la libération de Karim, vous considérez cela comme du bluff, comme le dit Barka? Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu des rencontres qui ont eu lieu. Oui. Je ne sais pas si les leaders là l'ont fait à leur propre initiative ou sur demande de quelqu'un. Je te parle de leur supérieur, je n'en sais pas grand-chose. Mais tout le monde sait, et c'est de notoriété publique, que Wade a eu à rencontrer, je crois, Moustapha Diakhaté. Il y a également Mahmoud Saleh qui a été voir Wade. Ont-ils évoqué cette question de Karim Wade ou non? Ça, personne ne peut s'avancer parce que personne n'a eu la teneur de leur discussion. Ce qui est clair, c'est que comme l'a dit Barka, c'est vrai, ça peut participer d'un bluff. Ça peut participer également d'une stratégie que Wade a utilisée pour quand même un peu semer le doute dans l'opinion et essayer un peu d'éprouver, comme il l'a dit, les nerfs de Macky Sall. De toutes les façons, ce qui est évident, c'est que quand il y a eu à l'époque le déclenchement des premières procédures contre les dirigeants, les dignitaires de l'ancien régime, Wade avait dit qu'il fallait se battre sur un triple plan. D'abord au plan juridique, ensuite au plan politique et au plan médiatique. Ce qui est fondamental, ça veut dire que Wade, pour lui, la bataille médiatique, la bataille de l'opinion a une importance fondamentale dans ce qui se joue actuellement. Donc on peut mettre tout cela sur ce compte-là. Voilà, Barka, on reste toujours sur les déclarations de Wade. Quand il dit, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre l'ancien président dire que je suis sorti du palais avec 700 000 francs? Alors, voilà, quelle lecture faites-vous de cette déclaration-là? Une déclaration qui a fait sourire beaucoup de Sénégalais. Oui, bon, c'est toujours, on est toujours dans le registre du Wade que l'on connaît, provocateur, chahuteur même parfois, qui a toujours le bon mot, qui fait rire aux dépens de l'adversaire. Et ça montre aussi le rapport que Wade a avec l'argent. Il ne peut pas s'empêcher de parler d'argent, que ce soit 700 000, 10 milliards ou un franc. Il voulait faire rire aux dépens de Macky Sall et de ses amis qui l'ont accusé peut-être au début de leur entrée au palais, d'avoir dilapidé les ressources du pays, etc. Et moi, je mets ça sur le compte, sur le registre de la dérision, de la provocation. Et c'est normal que cela fasse sourire. Peut-être que les 700 000 francs, c'est peut-être son dernier mois de salaire. Qui sait? Avec Wade, on ne sait jamais. On ne le changera pas. Il a ça comme ça. Formule savoureuse, de bons mots, on ne se refait pas à 90 ans. Alors maintenant, quelle doit être l'attitude du pouvoir face à ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu hier? Ce qui est évident, c'est que si Wade a eu une telle mobilisation, comme il en avait eu également une pareille à son retour en avril dernier, c'est dû un peu à la frilosité du pouvoir en place. Parce qu'à l'époque, le retour de Wade, on l'autorise à venir, à atterrir ou pas, etc. Et toutes les péripéties qu'il y avait autour de son retour avaient fait que finalement, Wade, descendu sur le tarmac de l'aéroport le 25 juin, avait drainé du foule tout au long de son passage. J'ai comme l'impression que ce précédent-là n'a pas servi d'enseignement et de leçon au régime en place. Parce que ce débat, cette polémique autour de l'autorisation ou non, de ce que certains ont considéré comme un ballon de sonde, d'autres comme une reculade de la part de l'État, tout ça a permis de mettre la mousse. Et je crois que le meeting peut-être du PDS n'aurait pas peut-être eu un succès pareil si
à l'époque, quand ils avaient demandé une autorisation, que l'autorisation leur soit donnée systématiquement et automatiquement. Donc tout est lié à la frilosité du pouvoir en place. Maintenant, Wade, en lui-même, est-il un danger pour Macky Sall? Je pense que oui, au moins pour quelques raisons. Macky Sall, Abdoulaye Wade est un vis-à-vis de Macky Sall contre lequel ce dernier ne peut pas faire grand-chose. Compte tenu d'abord de son statut d'ancien chef d'État, compte tenu de son âge, compte tenu du fait qu'il a été son mentor, et compte tenu du fait que Macky Sall évite de passer pour quelqu'un qui lance la machine judiciaire ou qui s'acharne contre la famille Wade. Comment pourrait-on comprendre que Macky Sall, qui n'a pas voulu que la machine judiciaire soit lancée contre Sindiély, malgré le dossier assez compromettant du Fesman, puisse demander à ce qu'on touche un seul cheveu de Abdoulaye Wade. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, il sera un interlocuteur très gênant et très encombrant pour Macky Sall. Deuxièmement, Abdoulaye Wade, il a cette capacité de fédérer d'abord son parti. Il a fallu qu'il vienne pour que le PDS sorte de sa léthargie. Il a fallu qu'il vienne pour qu'il y ait au niveau de l'opposition la constitution du Front patriotique pour la défense de la République, une sorte de CPA, Coalition populaire pour l'alternance, ou une sorte de Benno Siggil Sénégal. Donc, non seulement il fédère à l'intérieur de son parti, mais même il fédère à l'extérieur de son parti. Troisièmement, il peut être dangereux pour Macky Sall, vis-à-vis duquel, compte tenu de son âge, il ne peut pas être un adversaire en 2017. Mais il peut apporter un soutien et qui sera considérable à celui qui fera face à Macky Sall en 2017. Il a laissé entrevoir l'idée d'une possibilité de soutien ou de connexion du PDS avec quelqu'un comme Idrissa Seck, avec quelqu'un comme Pape Diop, avec quelqu'un comme Abdoulaye Baldé. Donc, compte tenu de tout cela, Abdoulaye Wade peut être, il est vrai, quelqu'un de très dangereux pour Macky Sall. Vous êtes d'accord, Barka, Wade en danger pour Macky? Mais tout à fait. Mais le premier danger pour l'APR, c'est l'APR lui-même. Parce que ce cafouillage qu'on a eu autour de l'interdiction annoncée du meeting de Wade participe justement, je partage totalement l'avis de Momar, de la réussite exceptionnelle de cette mobilisation. Le meilleur allié de Wade dans la réussite de cette mobilisation, c'est d'abord la société civile. Tous les démocrates de ce pays, comme un seul homme, ont trouvé aberrant qu'on puisse imaginer un seul instant interdire le meeting de Wade sous des prétextes fallacieux. On ne peut pas avoir fait deux alternances exemplaires pour qu'on en arrive encore à discuter autour de s'il faut oui ou non interdire un meeting. Ça, et la meilleure preuve hier, il y a eu zéro incident. Parce qu'on a des forces de l'ordre qui ont fini de prouver qu'elles ont l'expérience et le professionnalisme pour encadrer une marche. Donc, le régime a d'abord semblé reculer, ce qui est une première défaite au plan de la bataille communicationnelle. Et Wade l'a emporté haut la main. Et c'est quasi certain que tout ce qui était hier à la place de l'Obélisque n'était pas peut-être des militants du PDS ou bien des partis alliés. C'est peut-être des Sénégalais lambda qui étaient venus pour voir la suite. Oui, qui étaient venus pour voir la suite et qui ne tolèrent pas que des acquis. Parce que le droit à la marche, c'est un acquis démocratique. Et c'est un acquis que tout le monde doit défendre dans ce pays. Tout à fait. Parce que l'un des charmes de ce pays, c'est, Georges, que nos parents de Mandakhoun ou bien de Guidi Maha, dès qu'ils ont un problème dans le collège ou bien avec leur forage, qu'ils puissent faire du nyartou, ce que Walfadjri relaie bien avec d'autres chaînes de télé, hein, et mettre leur brassard rouge. C'est la respiration normale d'une démocratie. Absolument. Si les Tunisiens avaient connu ça, sous Ben Ali, il n'y aurait pas eu la révolution. Dans ce pays, on doit se réjouir que Sandjobou ou Koucha puissent tailler des croupières aux puissants du jour. Abdoulaye Wade puisse se moquer de Macky Sall et des puissants du jour. C'est ça une des exceptions de la démocratie sénégalaise. Les libertés publiques ont été conquises de très haute lutte. Et les politiciens, de quelque bord qu'ils soient,
et quel que soit le régime en place, n'a pas le droit de les remettre en cause. Donc quand les gens ont crié haro contre l'interdiction annoncée du meeting du PDS, c'était pas ceux qui sont montés au créneau. Ce sont des gens qui étaient là, pour la plupart, à 90%, qui tiraient à boulet rouge sur Wade et les manquements de son régime. Mais ils l'ont fait pour des questions de principe et je pense que c'est une très bonne chose pour la démocratie de ce pays. Il faut que la marche soit banalisée, que ce soit un exercice des plus normaux dans un pays comme le Sénégal et qu'on n'en arrive plus à discuter de l'opportunité d'autoriser ou non une marche. Le Sénégal quand même doit être une démocratie majeure sur ce plan-là. Il faut interdire d'interdire. D'autant que l'argument qui a été invoqué me semble quand même tiré par les cheveux. Le sommet de la francophonie qui a lieu une semaine après est très loin quand même de la place de l'obélisque où se tenait l'affaire. Voilà. Bon, ça vraiment, ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux. Voilà, Sans oublier également qu'il ne faudrait pas l'oublier, le droit de manifestation, de marcher est inscrit en lettres d'or dans la Constitution. C'est inscrit dans le marbre. Et ce n'est même pas soumis à une autorisation de l'autorité administrative parce que l'on est dans le cadre du régime déclaratif. Il suffit tout simplement de déclarer la manifestation pour que l'autorité administrative puisse, de concert avec les initiateurs, avec les organisateurs, prendre toutes les dispositions idoines pour qu'il y ait cette libre expression de leurs opinions. Voilà ce qui est prévu dans la Constitution. Voilà, nous allons passer donc au second thème, c'est-à-dire les mémoires de l'ancien président Abdou Diouf plutôt, qui après, à quelques 2 semaines de la fin de son mandat à la tête de la francophonie, il va prendre la retraite. Alors Abdou Diouf, qui depuis qu'il a quitté le pouvoir, s'était désintéressé de la chose, en tout cas intérieure du Sénégal, est revenu au devant de l'actualité à cause de ses mémoires. Alors Barka, comment analysez-vous ces réactions qui ont fusé de partout après la publication juste des bonnes feuilles de ce bouquin-là? Oui, il y a plusieurs choses à dire sur la publication des mémoires du président Diouf. Moi, je voudrais rappeler d'abord que j'ai eu une grande chance, l'insigne honneur d'être reçu par le président Diouf en 2011, avec une délégation de journalistes sénégalais conduite par notre regretté confrère Major Fall de Sud. On était un petit groupe de journalistes sénégalais et ils nous avaient reçus à la francophonie. J'avais très courtois et ce qui m'avait frappé avant même d'être introduit auprès du président Diouf, j'avais vu ses collaborateurs européens pour la plupart qui nous parlaient de Diouf comme d'un mythe et qui nous montraient toute l'admiration qu'ils avaient pour le personnage et qui se considéraient comme chanceux de travailler auprès d'un homme comme Diouf. Et j'avoue que après 30 minutes d'entretien avec le président Diouf, on avait découvert ou redécouvert un homme très courtois, très sage, etc. Et pour ce que, moi, je dois avoir l'honnêteté d'avouer que je n'ai pas lu tout l'ouvrage. Je n'ai lu que des extraits, des bonnes feuilles, mais j'ai un sentiment partagé. Il y a du bon, à mon avis, et il y a du moins bon. Pour ce qui est le côté positif de l'ouvrage, il y a des épisodes qui m'ont particulièrement intéressé, qui étaient jusque-là cachés ou inédits, comme l'histoire du coup d'État de 88. Le coup d'État supposé peut-être du général Tavares da Souza. C'est un épisode méconnu de l'histoire du pays. On en avait entendu parler par des sortes de rumeurs. Or, dans l'ouvrage, Diouf en parle comme de faits avérés. Il donne des noms des officiers qui devaient être en charge de l'exécution de ce coup d'État, donne des détails sur la participation d'un Français qui appartiendrait au monde des barbouzes, etc. Voilà, c'est un épisode extrêmement important pour moi dans de la vie du pays. Et comme encore la plupart des protagonistes de cet épisode sont encore vivants, ce serait très bien de recueillir la version, par exemple, du général Tavares da Souza ou du colonel Didier Bampassi ou du colonel Gomis, qui ne sont plus peut-être tenus par l'obligation de réserve, qui ont quitté l'armée pour donner leur part des choses. Et si les faits sont avérés, cela montre quoi? Cela montre que
contrairement à une légende bien répandue qui dit que l'armée sénégalaise est une armée républicaine, on s'en félicite parce que cela fait partie des success stories de notre histoire, ça fait partie de ce qui fait qu'on vit en démocratie. Mais si ce que Diouf dit est avéré, cela ne fait que confirmer un fait. L'armée a été par moment au centre du jeu politique. On l'a eu en 62 dans la confrontation entre Senghor et où c'est le général Jean-Alfred Diallo qui a joué un rôle déterminant pour sauver le régime de Senghor et qui en a été récompensé comme chef d'état-major de l'armée. Le même Diallo a eu le même rôle en 68 quand le régime de Senghor a vacillé encore sous la poussée syndicale, etc. Et on a en 88 aussi, donc peut-être des officiers qui ont tenté de faire quelque chose parce que le contexte est très important. 88, ça fait partie des moments les plus chauds de l'histoire politique du pays. On sortait d'un contentieux électoral extrêmement virulent. Alors, à qui ce coup d'État aurait-il profité? On ne sait pas, il y a un gros point d'interrogation. Diouf dit simplement dans ses mémoires que si cette tentative avait eu un début d'exécution, cela aurait installé le pays dans un chaos. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mystère et boule de gomme. Et pourquoi je m'arrête particulièrement à cette histoire? C'est qu'en même temps que Diouf a pu, de manière fort habile, se tirer de ce mauvais pas, à ce qu'on sache, ces officiers-là n'ont pas été violemment sanctionnés. Sinon, ça se serait su parce que la plupart d'entre eux ont fini même par avoir une carrière sous Abdoulaye Wade. Quand on parle par exemple de celui qui commandait les blindés et qui a eu à diriger ici un puissant service de renseignement sous Wade. Mais en même temps que Diouf a ménagé ces officiers-là qui ont tenté un coup d'État contre lui, c'est le même Diouf qui s'est réveillé un beau jour pour dissoudre simplement la police sénégalaise, accusée de rébellion. Donc, deux poids, deux mesures. Ouais. Pourquoi Diouf est de manière totalement illégale? Parce que pour moi, la radiation des policiers, ça a été une monstruosité, ça a été une tache noire dans l'histoire de ce pays. Et c'était totalement injuste. On ne peut pas se réveiller un bon jour et mettre des milliers de pères de famille au chômage. Ils n'ont pas tous manifesté, ils ne s'étaient pas tous rebellés contre l'autorité. Donc, les mémoires de Diouf permettent de revisiter des pans entiers de l'histoire de notre pays, et pour les chercheurs c'est une mine d'or. Et puis pourvu que le débat s'amplifie et que les zones d'ombre soient éclairées. Voilà, c'est une mine d'informations, mais apparemment ce qui semble en tout cas énerver ou en tout cas provoquer la réaction de certaines personnes, certains caciques de l'ancien régime, c'est que Diouf a voulu être trop anecdotique dans ce bouquin-là. Mais justement, c'est ça le problème. Parce que moi, je fais partie de ceux qui pensaient. S'il se limitait seulement à ce que, comme dit Barka, à ces faits marquant l'histoire du Sénégal. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient, quand le Sénégal a été désigné pour abriter de la francophonie, coïncidant avec le départ de Abdou Diouf après 2 mandats à la tête de l'OIF, je me suis dit, mais que Diouf, il est poursuivi par la chance. Voilà quelqu'un qui, depuis l'âge de 25 ans, ne connaît que des honneurs. Gouverneur à 25 ans, on a vu toutes les fonctions qu'il a eu à occuper, jusqu'à celle suprême de président de la République. On a vu, après une vingtaine d'années de magistère, comment il a pu quitter le pouvoir, peut-être très impopulaire durant les dernières années de son règne, mais applaudi en sortant du palais pour l'exemple de la démocratie qu'il avait montré. On a vu la consécration internationale qu'il a eue par la suite avec le secrétariat général d'une organisation aussi prestigieuse que l'OIF, et au moment de devoir quitter la scène internationale, on lui déroule sur un tapis rouge un sommet qui a lieu dans son pays pour un hommage qui ne saurait être plus éclatant. Mais c'était trop beau pour être vrai. Il fallait peut-être qu'il y ait une ombre au tableau, et malheureusement, cette ombre-là, c'est Diouf lui-même qui l'amène avec un ouvrage de cette nature. Parce que, quelque part, il dit qu'à un moment donné, il a souhaité être battu à l'élection de 2000. S'il l'a été, c'est vrai, c'est moins parce qu'il était repu du pouvoir, qu'il en avait assez du pouvoir, qu'il était dégoûté par un certain nombre d'attitudes, de comportements de la part
de membres de son parti, de la part également de proches collaborateurs. Et c'est justement ce dégoût-là qui rejaillit sur une grande partie de ces mémoires. Jugez-vous-en vous-même. Abdou Diouf, il dépeint Djibo Leyti Ka sous les traits d'un homme facilement manipulable. Il dépeint Moustapha Niasse comme un homme qui n'a pas de parole et qui est rancunier. Il garde sa rancune jusqu'envers quelqu'un qui vient de disparaître et dont, pour la levée du corps duquel il l'invitait à y aller, Moustapha Niasse. Il dépeint Mbaye Jacques Diop sous les traits d'un traître. Il dépeint Oumar Khassimou Dia comme un homme qui ne se meut que pour le profit qu'il peut tirer de ses rapports avec les gens. Il réveille l'animosité entre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng, mais si Abdou Diouf n'a fait très sincèrement, Iba Der Thiam, etc. Toutes ces anecdotes-là dont parle Abdou Diouf. Finalement, moi je m'attendais à des mémoires d'un homme d'État, mais il est malheureux. Tout court, l'homme Abdou Diouf tout court, qui a écrit cet ouvrage. Et c'est ça qui est dommage. Parce que plutôt que d'éclairer sur un certain nombre de faits, Abdou Diouf s'est attardé à caractériser et même à stigmatiser des personnes. Et c'est ça qui est très regrettable dans un ouvrage comme celui-là. Alors, est-ce que cet ouvrage-là peut être une tâche, comme une tâche noire pour Abdou Diouf? Pas forcément. Je pense que le registre de l'anecdote et parfois même le ton qui peut apparaître comme vindicatif de Diouf, il y a des côtés dans l'ouvrage qui ressemblent quand même à des règlements de compte. Comme si Diouf ne pardonnait pas à tous ceux qui lui ont manqué et tous ceux qui ne lui ont pas été fidèles jusqu'au bout, selon sa logique. Il fallait porter ça à la connaissance du public. Oui, et peut-être que l'âge venant, il en avait gros sur le cœur et on a l'impression que c'est quelque chose qu'il a ruminé, qu'il y a une sorte de ressentiment très fort à l'égard de certains de ses collaborateurs, parce que oui, quand il va jusqu'à dire qu'il a souhaité perdre une élection, ça veut dire, ça montre l'état d'esprit de l'homme par rapport à quelque chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour quelqu'un comme de la trempe de Diouf, qui a accédé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, parce que quand même l'histoire est là, même si nous on était encore très très jeunes, Diouf a hérité du pouvoir d'une manière presque miraculeuse, c'est-à-dire par le biais du fameux article 35 que Senghor lui a carrément légué le pouvoir. Alors en lui léguant le pouvoir, qui l'a aidé à le consolider et à asseoir son leadership? C'est principalement Jean Collin, c'est Djibo Ka, c'est Moustapha Niasse. Moi, je me souviens d'une anecdote que j'avais lue quelque part, quand Senghor a transmis le pouvoir à Diouf, Houphouët-Boigny était tellement remonté contre Senghor pour ce qu'il considérait comme être un mauvais exemple, qu'il avait dit que Senghor, au Sénégal, vient de transmettre le pouvoir à un jeune homme qui va bientôt se faire assassiner par les militaires, parce qu'il pensait que Diouf n'avait pas la carrure, avec sa taille longiligne à l'époque, qu'il allait se faire bouffer tout cru. Mais on se rend compte qu'Abdou Diouf a été un redoutable homme politique, parce que systématiquement, ces hommes-là qui l'ont aidé à prendre le pouvoir, Diouf a fini par les liquider froidement un par un. Il s'est débarrassé de Djibo, il s'est débarrassé de Niasse, et il s'est débarrassé de l'intouchable Jean Collin, sans avoir l'air d'y toucher. Alors, Diouf, en tant qu'homme d'État, il comprend mieux que tout le monde que le pouvoir, ce n'est pas une affaire d'enfants de... C'est un monde très dur, d'intrigues, de coups bas, de complots, où souvent ce n'est pas le plus vertueux forcément, mais le plus roublard ou le plus rusé qui arrive à son compte. Alors, on découvre maintenant un Diouf qui semble être étonné d'avoir été trahi par certains. Et donc, moi, je m'étonne de l'étonnement de Diouf par rapport à l'ingratitude de certains de ses proches. Le pouvoir, c'est un milieu, malheureusement, où il faut parfois avoir les mains sales pour arriver à ses fins. Et donc, cette petite vindicte qu'il a contre certains de ses collaborateurs, ça me paraît quand même un peu excessif. Ouais. Voilà, rapidement, d'aucuns parlent même d'un mythe qui s'est effondré. Effectivement, parce que tout simplement, il y en a également qui disent que c'est
on est avec ses mémoires dans le règlement des comptes du Congrès sans débat de 96, d'autres également qui le mettent sous le compte du prolongement de la bataille qu'il y a eu après le départ de Senghor du pouvoir entre dioufistes et sengoristes. On peut voir tout ça dans l'ouvrage. Mais ce qu'il y a, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'homme Abdou Diouf tout court et non l'homme d'État qui a écrit un ouvrage pareil. Je vous donne un exemple très précis. Avec son subjectivisme, avec ses envies de revanche sur certains et ses élans de sympathie pour d'autres, comme c'est le cas avec Macky Sall, est-ce qu'il pouvait y avoir trace de Macky Sall dans la trajectoire politique d'Abdou Diouf? Est-ce qu'avant 2000, il pouvait y avoir trace de Macky Sall dans la trajectoire de politique d'Abdou Diouf? Non. Et pourtant, Abdou Diouf est allé chercher cela en invoquant la date où il a été nommé pour la première fois gouverneur de la région de Sine Saloum et qui correspondait exactement au jour de naissance d'un certain Macky Sall, le 11 décembre 1961. Je ne crois pas que Macky Sall eût figuré dans ses mémoires d'Abdou Diouf s'il ne lui avait pas offert l'occasion, au moment de quitter la scène internationale, d'avoir un hommage éclatant avec le sommet qui a lieu au Sénégal. Voilà l'ouvrage. C'est Diouf avec ses sentiments, avec ses élans de sympathie pour certains, avec ses envies de revanche pour d'autres. Oui, Barka, rapidement. Oui, parfaitement. Donc, il y a aussi une autre lecture que l'on peut faire par rapport à l'exercice très compliqué qui consiste à écrire des mémoires au Sénégal. Parce que c'est une mine d'or pour moi, l'ouvrage du président Diouf. Et il aurait été parfaitement dommage que le président Diouf parte sans nous gratifier de ses mémoires. Une trajectoire à tout point exceptionnelle à la tête de l'État du Sénégal. C'est une destinée extraordinaire, Abdou Diouf. Donc, sur ce plan-là, c'est très bien qu'il ait commis l'ouvrage, mais j'insiste sur un fait, il est difficile d'écrire des mémoires dans un pays où les gens ont un rapport extrêmement émotif aussi par rapport à l'histoire. Parce que la conception qu'on a de l'histoire, c'est une conception un peu panégériste. Tant qu'on ne chante pas les louanges de quelqu'un, c'est difficile de dire le contraire ou bien d'apporter certains faits. Voilà, merci donc à vous, chers confrères. Merci à Barka Ba, il est le directeur de TFM Info. Merci à Momar Diong, le directeur de publication de Vision Mag. Merci à l'équipe technique Hubert Assokba, Cheikh Tidiane Ndiaye. Merci à Oustaz Hassan Diouf pour cette réalisation. Merci à vous donc, chers téléspectateurs et auditeurs de Walf TV et Walf FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de Actu en 7. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ci biir réew mi ak ca bitim réew l'islam xewle na oustaz Hady Niass woote na feggoo ak fédération yu aju ci kër maam Khalifa Niass ci ndigalu El Hadji Ibrahima Niass xalif bu Léona Niassène ñoo am mbégte di leen yëgal gàmmu aadi bu ñuy def at mu jot ren nag ñu jàpp ko samedi yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci Sotiba Seras fii ci Ndakaaru bés bi nag ñu ngi ko dara jaale ay kilifa yu ràññeeku ci biir Sénégal El Hadji Ousmane Anta Ndiaye bu Kucey Serigne Daara Mor Aminta Thiam bu Thiamène Waalo pare bi di góor yàlla bi Cheikh Mouhamad Bou Kounta xalif bu Ndiassane lëkkaloo ci ak mboolem borom xam-xam yi ak kër diine yi programme bi nag nii lay tëddee bu ñu xëyee dinañ jàng kaamil ñaanal Sénégal ñaanal mboolem jullit yi bu ñu demee ba benn waxtu ñu berndeel gan ñi bu juróomi waxtu jotee ginnaaw takkusaan dina am waxtaan yu am solo ñuy waxtaanee dundu ak liggéeyu maam Khalifa Niass bu fukki waxtu ak benn jotee ci guddi nag ci la El Hadji Sidi Lamine Niass di def conférence bu am solo aju ci làkkum arab ak tolluwaayam ci biir Sénégal bu ñu ko gam-gamle ak làkkum tubaab miy doxandeem ci biir réew mi bu ñu demee ba minuit jot Chérif Abdoul Moutalib dina def waxtaan wu am solo aju ci tariqa bi ak ni ñu ko war a mën a dundalee suñu dund tey bu sottalee Oustaz Hady Niass tàmbali gàmmu gi